Émilie Nicolas, Michel Sauger, Christian Dufour, bonsoir à vous trois. Merci d'être là. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on commence évidemment avec ce virage de Donald Trump en début d'après-midi. Un autre, vous allez me dire, le président américain qui impose des droits de 125 à la Chine. Il a écrit sur son réseau Truth Social que c'est parce qu'elle manque de respect en ayant riposté avec des droits de douane de son côté ce matin. Et M. Trump a suspendu ses tarifs réciproques pour les autres pays pour une durée de 90 jours. Mais ça ne touche pas vraiment le Canada pour l'instant. Alors, on va commencer avec un tour de table là-dessus. Quoi en penser? Émilie, je commence avec vous. Beaucoup de choses à dire. Grosse journée. Grosse journée sur les marchés. Grosse journée pour l'économie mondiale. Grosse journée pour le téléphone, probablement aussi dans les derniers jours, aussi à la Maison-Blanche. Ce qu'on en retient, c'est que Donald Trump essaie de sauver la face alors que essentiellement Wall Street et une grande partie des personnes les plus fortunées en Amérique, des PDG d'entreprises multinationales, commencent à se revirer contre Donald Trump, qui est censé être l'instrument, le défenseur par excellence du capitalisme. Et donc, on a un sérieux problème idéologique de fission entre l'homme et les intérêts du capital qu'il est censé défendre. Et donc, on a affaire, je crois, à des bras de fer en coulisses d'une ampleur historique. C'est la seule chose qui peut expliquer le recul qu'on a vu ce matin. C'est le chaos. Et donc, vraiment, c'est à toute la planète, excluant les États-Unis, de se retourner les uns contre les autres, de se revirer les uns contre les autres, c'est-à-dire, et vraiment s'assurer de bâtir des alliances parce que ce chaos, cette imprévisibilité-là, c'est très mauvais pour les nerfs de tout le monde. Michel, est-ce que vous pensez aussi que ce qui l'a fait reculer, c'est peut-être la pression populaire, la pression politique, le milieu des affaires, les marchés, un mélange de tout ça? Les marchés, le marché obligataire, n'oublions pas que les Chinois détiennent beaucoup de bons du Trésor américain, tout ça ensemble. Mais à un moment donné, l'effet réel, c'est que M. Trump, qui aimait se présenter comme celui qui contrôle tout, qui joue aux échecs à 3 dimensions, puis qui voit 7 mois en avance, là, n'est pas capable de jouer aux échecs ordinaires. Hein? Ce qui est arrivé, c'est qu'on ne peut pas être tout seul à avoir le pas. Et dans cette situation-là, il improvise, comme il improvise très souvent. Il n'y a pas toujours de grands plans chez M. Trump. Il y a plus des sautes d'humeur. Et bien, la saute d'humeur n'a pas fonctionné. Et on risquait vraiment de se retrouver dans une récession grave aux États-Unis et peut-être même dans le reste du monde. Je ne suis pas sûr qu'il ne s'est pas laissé convaincre qu'il avait fait un coup de trop dans cette affaire-là. Et du côté du Canada, Christian, est-ce qu'on a eu une bonne approche par rapport à ça? Parce que quelques heures avant entraient en vigueur nos tarifs, nos contre-tarifs de 25 sur l'automobile. On avait déjà imposé des tarifs de 30 milliards. Donald Trump menaçait les pays en disant, bien, ceux qui vont riposter, c'est eux qui vont avoir des tarifs, donc tenez-vous tranquille. Est-ce que notre approche nous a servi ou pas? Pour le Canada, c'est le statu quo. Puis je ne pense pas que le Canada, aujourd'hui, soit la priorité de M. Trump. Moi, ce que je vois, c'est que la parole de M. Trump est très décrédibilisée. Ça, c'est une donnée nouvelle. Et il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il semble bien que M. Trump réagisse aux réactions des marchés. Alors qu'on pouvait se demander à un moment donné si ce n'était pas qu'un idéologue. Parce que c'est vrai qu'il réagit à une débandade qui inquiétait beaucoup de monde. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il focalise sur une guerre avec la Chine. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle et c'est dangereux. C'est les deux superpuissances de la planète qui se confrontent dans une approche nationaliste. Je te donne un coup, tu me donnes un coup, avec des tarifs, en fait, qui atteignent des sommets surréalistes. Il faut être conscient que, je vais avoir l'air trop alarmiste, mais je ne suis pas le seul à le dire, qu'une guerre de tarifs, à un moment donné, ça peut déraper. Bien là, visiblement, les deux maintiennent la ligne dure. C'est comme il en rajoute, il en rajoute, il en rajoute. Il en rajoute. Et il y a quelques jours, la Chine a entrepris des exercices militaires autour de Taïwan qui étaient menaçants. Il y a des analystes sérieux qui estiment que la Chine voudrait peut-être troquer, en fait, la militarisation du conflit avec Taïwan contre une négociation avec les États-Unis. Mais ça, c'est facile à dire, mais c'est plus difficile à faire. Et ça, il y a un danger objectif de dérapage à l'échelle de la planète. On n'est pas rendu là. Donc, la bonne nouvelle, c'est que Trump a changé d'idée, il s'est aligné sur les marchés. La mauvaise nouvelle, c'est au fond, ce qui est intéressant, on l'a souvent dit, c'était en fait la relation avec la Chine. On est rendu là, mais dans une dynamique très, très antagoniste.
Mark Carney va peut-être réagir plus tard, là, parce qu'il est en avion en ce moment là, pour sa campagne fédérale. Donc, on attend de voir si, comme premier ministre, il va réagir. Entre-temps, le premier ministre du Québec, François Legault, vient tout juste d'envoyer un message sur X, une publicité. En achetant québécois, on ne se trompe pas. Alors, un petit jeu de mots ici, là, à vous de décider si vous pensez que c'est de circonstance ou pas. Ça risque d'être partagé quand même. C'est probablement ça l'effet voulu ici, là. Émilie, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut, à ce moment-ci, maintenir nos tarifs qu'on a déjà mis en place, nos contre-tarifs, parce que, comme je le disais, nous aussi, on a une riposte. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais continuer avec les bonnes nouvelles au milieu du chaos que Christian a lancé. L'autre bonne nouvelle, c'est que il y avait une crainte au début de l'année que, puisque le Canada était vraiment ciblé de manière très spécifique par les États-Unis, on essayait de cogner un peu aux portes un peu partout, mais on s'était tellement collé sur les États-Unis depuis longtemps qu'on manquait un peu d'amis. On essayait de se refaire des amis, notamment au Royaume-Uni, en Europe. Là, l'excellente nouvelle, c'est que puisque les Européens eux-mêmes sont encore plus conscients que jamais de la menace américaine, ça date pas d'hier, mais je pense que ça a pris de l'ampleur. Nécessairement, c'est plus facile pour le Canada d'avancer rapidement dans la diversification de ses marchés si une grande partie des gens qui ont été ciblés par les tarifs de Donald Trump dans les derniers jours réalisent au même niveau que nous un sentiment d'urgence. Et donc, à ce niveau-là, pour la suite des choses, peu importe qui va être premier ministre du Canada à partir du 28 avril, les portes sont plus ouvertes. Je sais que le monde peut bouger très rapidement. Lorsqu'il y a une volonté de bouger rapidement, on l'a vu durant la pandémie. Donc, c'est possible de bouger rapidement aussi pour nous défaire de la dépendance aux États-Unis, peut-être plus qu'on le pensait, du moment que le sentiment d'urgence est partagé aussi par les autres acteurs qui pourraient remplacer les Américains. Michel, on parlait il y a un instant avec Christian là, de cette guerre vraiment, là, principalement entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Est-ce qu'il va nous lâcher un petit peu plus du côté du Canada, puisque là, il se concentre visiblement sur la Chine, ou notre tour va revenir? D'abord, c'est vrai que sa principale préoccupation, c'est la Chine, c'est pas le Canada. Pour nous, ce qui reste à voir, c'est, oui, on peut diversifier un peu nos marchés, mais on ne diversifiera pas notre géographie. Alors, on est pogné, passez-moi l'expression, à vivre avec une frontière, la plus longue frontière non défendue du monde, disait-on, là, avec les États-Unis, puis qu'une partie extrêmement importante de notre commerce va continuer à se faire avec les États-Unis. Alors, il faut vivre avec ça, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas diversifier nos affaires, c'est évident. Plus on a d'amis dans le monde, mieux c'est. Mais en même temps, il faut se garder une possibilité d'intervenir directement sur le commerce avec les États-Unis parce que c'est l'essentiel de notre commerce. Et on n'a peut-être pas des grosses poignées, mais il faut se servir de celles qu'on a. Oui. Ben, tout état à la politique de sa géographie, donc il ne faut jamais oublier ça. Je pense que dans la relation avec les États-Unis, il ne faut pas faire de zèle. Surtout qu'il faut résister à la tentation dans une campagne électorale de faire du zèle, parce que c'est tentant pour les candidats, dans une optique nationaliste canadienne, de dire on ne se laissera pas faire, on va y aller. La bonne nouvelle, c'est que la parole de Trump, là, ça ne vaut pas grand-chose. C'est très volatile, c'est très versatile. Il ne faut pas prendre ce qu'il dit pour du cash, là. Donc, il faut se contrôler puis pas faire de zèle. Voilà. Donc, vous auriez peut-être aimé commenter le jeu de mots de François Legault. On ne se trompe pas. Mais on va passer à un autre sujet. Je ne vous donnerai pas cette chance-là. On va parler du ministre de l'immigration. Je lui laisse ce jeu de mots. Vous irez le lire sur X. Le ministre de l'Immigration maintenant, Jean-François Roberge, qui, de son côté, ne regrette pas les propos qu'il a tenus hier. C'était sur nos ondes. On écoute. À un moment donné, ça ne fonctionne pas là, pour le logement, pour la santé, pour l'éducation, pour la francisation. Donc, oui, on va faire notre part, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc, il était appelé à commenter l'expulsion de centaines de milliers de migrants aux États-Unis, la hausse des gens aussi qui se présentent au poste de la colle. Il a affirmé qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc, vous l'avez vu, là. Puis là, maintenant, il se fait dire qu'il manque de sensibilité, entre autres par Dany Laferrière. Émilie, est-ce que vous êtes d'accord que c'était un manque de sensibilité? C'est un manque de sensibilité, mais c'est aussi un manque de réalisme. Il parlait du système de santé et des difficultés dans le système de santé. Qui travaille dans le système de santé au Québec?
Bien, il y a beaucoup d'anges gardiens, comme on les appelle, là. Voilà. Donc, statistiquement parlant, là, le groupe le plus surreprésenté dans les travailleurs de la santé, c'est probablement les Haïtiens. Donc, les femmes haïtiennes qui, première génération, c'est une femme noire sur 2 à peu près au Québec, là, si ma mémoire est bonne, Statistique Canada, qui travaillent dans le milieu de la santé et des services sociaux. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Donc, en fait, les gens qui tiennent le système de santé, les gens qui prennent soin de nos aînés, c'est souvent des gens qui sont des immigrants, et en particulier des femmes, et en particulier des femmes qui ont fait leur formation dans des professions beaucoup plus qualifiées que celles qu'elles arrivent à faire au Québec. Donc, des gens qui travaillent comme préposés aux bénéficiaires, des gens qui travaillent dans des postes qui sont très mal payés dans le système de santé. Et donc, on parle des travailleurs, des demandeurs d'asile comme des gens qui sont des poids sur les services publics, alors que la réalité au Québec, c'est que c'est souvent les gens qui tiennent debout les services publics. Et c'est les gens aussi dont on coupe les emplois lorsqu'on coupe les services publics. Alors, je pense qu'il y a une épreuve de réalité aussi à faire de la part de M. Roberge. Qu'est-ce que vous en pensez, Christian? Est-ce qu'il est allé trop loin? Non, je pense qu'il n'y avait pas à s'excuser, puis il a bien fait de le dire. Je sais que ça peut sembler dur, mais dans ce dossier-là, de demandeurs d'asile, il faut être ferme si on ne veut pas avoir d'autres chemins, Roxane. Je trouve que le Québec a donné, puis dans le passé, il y a beaucoup de commentariats qui étaient très, très, très complaisants, puis ça a encouragé le chemin Roxham. Notons que M. Carney, sur la scène fédérale, hier, a eu un discours très ferme. Ça n'a pas été un changement de ton pour M. Carney. C'est la première fois, quant à moi, que j'ai trouvé que M. Carney n'était pas le continuateur de Justin Trudeau et de Pierre Elliott Trudeau dans les dossiers non économiques. On sait que dans le domaine économique, il a pris beaucoup des conservateurs. Pour le reste, moi, j'avais l'impression que c'était totalement comme Justin et Pierre Elliott Trudeau. Là, le message de M. Carney hier, c'était peut-être dit autrement, mais c'était comme M. Roberge, au fond, c'était de dire non. S'il ne respecte pas certaines conditions, parce qu'il peut avoir certaines exceptions, il ne faut pas les accepter. En ce qui concerne M. Laferrière, je comprends très bien la déclaration de Dany Laferrière. Il a bien fait de la faire. Il rappelle que les Haïtiens au Québec peuvent être un plus, mais là, le contexte n'est pas le même qu'à l'époque où M. Laferrière est venu au Québec en immigrant normal. Là, on est dans une période de crise, et si on ne veut pas avoir de chemin Roxham, il ne faut pas être juste dans la gentillesse et la complaisance, il faut être ferme. Donc, M. Roberge n'a pas à s'excuser. Michel, est-ce que vous pensez comme Émilie ou comme Christian? Et est-ce que vous pensez aussi que Jean-François Roberge connaissait la portée des mots? Parce que c'était l'ancien premier ministre de la France, Michel Rocard. Un socialiste. Oui, cela dit, M. Roberge est allé trop loin, parce qu'il ne faut pas oublier que la misère du monde, j'allais faire du pouce sur ce qu'Émilie disait à propos du système de santé, toute la misère du monde qui a débarqué chez nous pendant la pandémie, c'est eux qui ont empêché le Québec de tomber dans une récession épouvantable parce qu'ils ont pris des travaux dans des usines qui autrement auraient fermé, dans des commerces qui autrement auraient fermé, et tout ça. Ça, on ne le dit jamais du côté du gouvernement du Québec, mais c'est un fait. S'il n'y avait pas eu cette immigration-là, et c'est vrai, partout au Canada, d'ailleurs, c'est pas juste au Québec, il y aurait eu une grave récession à cause d'une pénurie de main-d'œuvre. Alors, il faut le dire, et il faut... Puis des expressions comme toute la misère du monde, c'est méprisant. On n'essaie pas d'utiliser ça quand la situation est un peu tendue. On essaie, quand on est un ministre de ce domaine-là, de l'immigration, de calmer le jeu un petit peu. La grande majorité des Québécois sont d'accord avec la déclaration de M. Roberge, qui venait d'un socialiste, Michel Rocard, qui est un premier ministre socialiste à gauche de la France. Je sais que ça peut sembler dur. On ne parle pas d'immigration normale, là. Je comprends très bien que les Haïtiens et les autres immigrants sont très importants au Québec. On parle de demandeurs d'asile et n'oublions pas le chemin Roxham. Droit de réplique, Émilie. Si on connaît l'histoire de l'immigration haïtienne au Québec, on sait que dans les années 70, il a fallu se battre contre les déportations parce que le gouvernement voulait déporter les demandeurs d'asile et que les gens qui sont venus ici pour faire la dictature comme des réfugiés économiques ont aussi été, au moment où ils ont été attaqués, au moment où ils ont été reçus, ils ont été attaqués comme étant pas des immigrants normaux. Donc, la normalité, elle se fait toujours a posteriori, mais dans le cœur du débat, il y a toujours cette question-là de est-ce que les gens vont s'adapter. On l'a fait la même chose avec les Vietnamiens, avec plein de communautés dont aujourd'hui, on ne se pose plus la question sur la valeur qu'ils apportent à la société québécoise. Et finalement, lorsque Christian dit le Québec a assez donné, j'aimerais simplement répondre que le Québec a aussi énormément reçu. C'est vrai, c'est vrai.
Je veux juste vous relancer là-dessus, Émilie. Est-ce que vous pensez qu'humainement, on peut retourner des gens? Parce que c'est un peu ça l'argument qui est donné, entre autres, du gouvernement Legault, de dire que humainement, on peut dire à des gens qui ne peuvent pas venir chez nous. En ce moment, ce qui se passe avec la situation à Port-au-Prince, ça s'empire de jour en jour. Les gens ont peur d'être redéportés là-bas. J'ai des amis, des gens qui sont inquiets pour leurs membres de leur famille, des questions d'incendie, de gens kidnappés, de gens tués dans les rues. Donc, c'est une question sécuritaire que le gouvernement du Canada prend très au sérieux. Il y a des questions aussi de déportation dans des prisons au Salvador, au Venezuela, un peu partout aux États-Unis, à Guantanamo même, des abus de droits humains absolument effroyables qu'on ne croirait pas peut-être revivre dans un pays qui se dit démocratique au 21e siècle. Et c'est ça à quoi on expose les personnes qui, en ce moment, sont à risque de se faire expulser des États-Unis. Je crois que c'est important de comprendre ce que le régime de Donald Trump est en train de faire en ce moment avec les ressortissants des pays étrangers qui sont sur son territoire pour comprendre aussi la peur qui motive les gens qui peuvent peut-être traverser jusqu'à la frontière canadienne. Je me permettrai d'ajouter que c'est pas juste M. Legault, en fait, qui défend ça, c'est M. Carney aussi, qui dit qu'il faut être capable de refuser les gens qui ne correspondent pas aux normes. Cela dit, je ne nie pas du tout les drames à Haïti. Comme le dit M. Roberge, on ne peut pas prendre toute la misère du monde. Très bien. Donc, on va clore ce débat-là, puis je veux vous parler du dernier sujet. Je vais vous donner la parole, Michel, concernant un sondage qui est en ligne du 4 au 6 avril, 1631 répondants canadiens, qui nous démontre que, en fait, c'est les intentions de vote au fédéral, puis on voit que ça ne change pas depuis un certain temps, comme si les appuis étaient en train de se cristalliser. Vous voyez, les libéraux à 44 Parti conservateur à 37 Donc, Michel, est-ce que c'est encore trop tôt pour dire, bien, les gens ont fait leur choix, puis voilà, ou les débats risquent de changer la donne? Les débats arrivent très tard dans cette campagne-ci. Alors, je ne sais pas s'ils vont changer la donne. Il peut y a toujours y avoir une grosse gaffe dans un débat, oui, mais il arrive très tard. D'autre part, il y a beaucoup de gens qui disent « mon choix est fait » et c'est des gens qui choisissent soit le Parti libéral, soit le Parti conservateur. Alors, il y a une base dure dans les deux partis, mais on a eu un changement qu'on n'a jamais vu. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. Au mois de janvier, le jour où M. Carney a démissionné de Brookfield pour dire qu'essentiellement, je vais être candidat, les libéraux étaient 23 points derrière les conservateurs. J'ai jamais vu un changement aussi rapide que ça. Et ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans l'électorat. Alors, dire que... est-ce que ça veut dire que les carottes sont cuites, que les gens ont fait leur choix? Évidemment, les choses peuvent changer, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont fait leur choix. Et il y a beaucoup de gens qui sont passés du parti de voter conservateur à voter libéral. Il y en a un nombre suffisant pour donner le résultat qu'on voit à l'écran. Et ça veut dire quelque chose aussi. Regardez, excusez-moi, Michel, je veux juste vous interrompre une petite minute pour que les gens comprennent ce qu'on montre là. Donc, 61 des gens disent avoir fait leur choix final. Je vous laisse poursuivre. C'est rare qu'on a un taux aussi élevé à ce moment-ci de la campagne. Surtout que d'habitude, les gens disent « Ah ben non, il y a rien qui est fou, je ne change pas d'idée. Je ne vais pas dire que je peux pas changer d'idée. » 61 c'est énorme. Mais en même temps, ce qui se passe encore avec Donald Trump aujourd'hui, Michel, je veux juste vous relancer là-dessus, là. Ça va faire en sorte que ça peut cristalliser encore plus le vote parce que j'ai l'impression qu'il y a une grosse part d'anxiété là, qui est liée aux décisions des États-Unis. Puis à chaque fois que Donald Trump en rajoute, ça doit aider le Parti libéral, ça. Possiblement, mais là, je veux dire, aujourd'hui, c'est pas une mauvaise nouvelle pour le Canada. On reste au même point. Mais je pense pas que ça change le portrait. D'autant qu'il ne faut pas oublier que M. Poilievre a aussi un autre problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas M. Poilievre, qui ont des sentiments très négatifs à son endroit. Alors ça, c'est difficile de dire « Ah, OK, il n'est pas si pire que ça, je vais changer pour lui. » Alors, il y a une polarisation qui se fait d'un côté de M. Carney, de l'autre côté, une polarisation qui est plutôt négative du côté de M. Poilievre, à moins de rester en Alberta et en Saskatchewan. Alors, c'est ça que les sondages démontrent actuellement. Puis, comme ils ne bougent pas beaucoup, on peut penser qu'ils ne bougeront pas énormément d'ici la fin de la campagne. Christian? Ouais. Ben moi, je vois un peu le contraire, en fait. Je trouve que 37 de gens qui ne sont pas décidés, c'est quand même... Non, mais 37 c'est quand même un pourcentage important.
Ils ne sont pas décidés. Ils disent qu'ils pourraient changer d'idée. Non, mais ils pourraient changer d'idée. Non, mais c'est quand même important. Je trouve que tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Hein. Je pense que les exemples abondent là, de changement. Jusqu'à la fin, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Des événements comme aujourd'hui, en tout respect, Véronique, je ne trouve pas que ça augmente l'anxiété. Au contraire, je trouve que ça démontre que la parole de Trump, au fond, il faut en prendre puis en laisser. Je ne suis pas prophète du tout, puis c'est pas du tout rigoureux, mais mon instinct me dit qu'en finale, probablement que M. Carney va l'emporter, là, si j'avais à parier, mais ça va être probablement plus serré que ce l'est actuellement. Moi, je n'exclus pas un certain retour au bloc de certains nationalistes et souverainistes, parce qu'il y a des souverainistes qui veulent voter M. Carney. Mais 37 en tout respect, Michel, moi, c'est le contraire. Je trouve que c'est quand même un pourcentage important de gens dont la tête n'est pas définitivement faite. Émilie, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je recoupe mentalement les sondages légers, ceux de Angus Reid qui datent d'hier. Puis ce qu'on voyait, c'était que parmi justement les gens qui pourraient changer d'idée, la proportion la plus élevée, c'est chez des gens qui appuient le NPD, donc qui est déjà très faible. Ce qui veut dire que parmi les électeurs qui restent aux néo-démocrates, il y en a beaucoup qui pensent peut-être changer d'idée, et là, on s'entend, ça ne serait probablement pas vers les conservateurs. Et la même chose aussi pour le Bloc québécois. Il y a encore une bonne proportion de gens qui sont ouverts à changer d'idée. Donc ça veut dire qu'en fonction de ce qui va se passer chez les deux principaux partis, les libéraux et les conservateurs, les gens sont ouverts à faire probablement du vote stratégique, c'est-à-dire si on veut vraiment éviter que Pierre Poilievre passe, on va peut-être aller du côté des libéraux si on sent que c'est serré ou l'inverse. Donc les gens semblent très rationnels dans la manière de voir les choix. Donc c'est pas parce que les gens sont ouverts à changer d'idée qu'ils se sont pas fait une tête. C'est juste que peut-être qu'on attend de voir comment ça va se placer dans les derniers jours avant l'élection, après le débat des chefs, pour voir vraiment est-ce que les gens qui ont peur, par exemple, de voir Pierre Poilievre au pouvoir, est-ce qu'ils prennent un risque en votant avec leur cœur, disons-le comme ça, ou pas. Non, donc ça va être ça qui va, je crois, peut-être bouger dans la tête des gens au cours des prochaines semaines. Bon, alors, à suivre, c'est vrai qu'il reste quand même du temps, là, d'ici au 28 avril. Et je rappelle les dates de débat la semaine prochaine, 16 avril, 17 avril également. Donc, on va suivre ça. Merci beaucoup, Émilie, Nicolas, Michel Sauger, Christian Dufault. À la prochaine. Merci beaucoup.